Alors aujourd'hui, on se prépare, on se met en condition physique pour les labours d'automne et d'hiver. Ah ouais, je crois que je suis déjà fatigué en fait. Dis donc, JC, tu devais pas labourer là, plutôt que boire une bière là? Alors oui, bon, on boira la bière après. Effectivement, je veux vous parler des labours d'automne. Et moi, dans mon cas, effectivement, ça va être ça. Je vais rester ici, assis dans mon fauteuil, et je délègue en fait à la sous-traitance. La sous-traitance, pour moi, ça va être la vie biologique du sol. On va en parler dans la deuxième partie de la vidéo, mais tout d'abord, quand même, sur les labours d'automne. Actuellement, on peut dire que le labour n'a pas une très belle image. On pense semelle de labour, on pense tout ce qui est lessivage, des nitrates, pollution, des nappes phréatiques et tout ça. Alors les labours c'est de la merde quoi. Tout ça est lié à une agriculture de type moderne, celle qui existe depuis le milieu du XXe siècle. Auparavant, dans l'agriculture plus traditionnelle, début XXe, sans remonter plus loin, on avait des pratiques qui étaient pas forcément si mauvaises que ça. On labourait souvent, il n'y avait pas de tracteur, donc avec traction animale, avec des chevaux. Et le labour n'était donc pas si profond que ça, il n'y avait pas vraiment de semelles de labour, et on incorporait en même temps du fumier. Alors c'était la plupart du temps du fumier de vache, du fumier de vache ou du fumier de cheval. Et en tout cas, moi l'expérience que j'ai dans le type de ferme, polyculture et élevage que j'ai pu observer dans mon enfance, c'était ces pratiques-là. Et donc on incorporait un engrais, puisque le fumier c'est quand même un engrais, mais un engrais organique, végétal avec des déjections animales. Donc on incorporait ça au sol. Le labour, ça produit une action d'aération, on enferme de l'air, et dans des terres lourdes, ça peut avoir un effet intéressant à court terme. Et d'autre part, le fait de mettre du fumier de la manière traditionnelle, ça amenait une certaine nourriture pour la vie du sol également. Donc même si la vie du sol pouvait être perturbée par le labourage, il y avait quand même de la matière à dégrader, et donc il y avait de la nourriture pour la vie biologique du sol. Ensuite, la matière qui était amenée était déjà un peu précompostée, parce qu'en fait, dans les fermes traditionnellement, ils laissaient le fumier sur un tas, et puis ils l'épandaient une fois ou deux dans l'année. Donc au moment des labours, le fumier il n'était pas hyper frais, il était déjà un peu composté. Mais quand même, le fumier, c'est quoi? C'est des déjections animales, effectivement, et aussi de la paille. Alors la paille, c'est quand même une matière très carbonée. Donc si vous enfouissez une matière très carbonée, vous allez avoir ce qu'on appelle de la faim d'azote, c'est-à-dire un besoin d'azote pour décomposer cette paille qui est dans le fumier. Bon, étant donné qu'elle est déjà précompostée, traditionnellement, il y a besoin de moins d'azote que si on avait une paille vraiment très non décomposée, quoi. Une paille qui n'aurait pas été décomposée. Et donc tout ça pour dire que dans ce système-là, donc pas de semelle de labour, une certaine vie du sol et une fertilisation qui était amenée comme ça par le fumier, et aussi par ce qui était enfoui au moment du labour, qui était, moi les souvenirs que j'en ai, c'était souvent des parcelles qui étaient dans le système polyculture élevage, où il y avait une certaine rotation, c'est-à-dire que c'était les meilleures terres en général qui étaient réservées à la culture, des céréales ou du jardinage en grand, ou des betteraves à sucre, tout un tas de choses qui pouvaient être cultivées par les paysans. Et on prenait les meilleures terres, et en même temps, on faisait une certaine rotation, c'est-à-dire que moi j'ai le souvenir
partie de champs qui étaient travaillés certaines années, puis ensuite d'autres années c'était d'autres parcelles, etc. Donc cette rotation qui était des fois minimale, hein, des fois sur 2 ans ou sur 3 ans, elle permettait quand même que la prairie, qui était quand même le champ à l'origine, c'était des prairies naturelles. Et alors soit le paysan il ressemait une prairie, ça pouvait être du régras ou des choses comme ça. Et même si il restait sur la même parcelle, il y avait quand même tout ce qui avait poussé dans l'année qui retournait dans le sol. Et ce qui était enfoui, donc c'était essentiellement des matières quand même très azotées. Donc on voit que le rapport carbone-azote dont on parle souvent, ici dans le cas du fumier, bon, la paille effectivement devait tirer un petit peu d'azote du sol, mais il y en avait suffisamment pour qu'il y ait une bonne fertilité. Ensuite, les paysans, ils connaissaient le dosage à peu près et la maturation du fumier qui était nécessaire pour avoir les meilleurs résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe au milieu du XXe siècle? Il se passe que les engrais minéraux débarquent en grande quantité. Et d'ailleurs, ce sera par rapport aux paysans traditionnels qui ne voulaient pas trop changer de système, ce sera du matraquage à haute dose pour leur dire, regardez, c'est moderne, etc. Et puis, vous allez voir, ça pousse tout seul. Parce que c'est l'expression qu'on entend dans ces cas-là. Et effectivement, vous mettez des engrais minéraux, qu'est-ce que vous faites? Vous raccourcissez en fait le circuit qui va nourrir la plante. Vous fournissez directement les éléments, le fameux NPK, nécessaires à la croissance de la plante. Et en même temps, vous court-circuitez quand même toute la vie biologique du sol. Donc, vous ne donnez pas la nourriture suffisante pour que se maintienne un haut niveau d'activité biologique dans votre sol, qui peu à peu va s'appauvrir si vous maintenez ces pratiques sur le long terme, ce qui s'est passé. Dans la manière traditionnelle, il y avait constitution d'humus du fait de cette activité biologique, puisque en fait, il y avait moyen de faire des réserves d'humus dans le sol. Ici, c'est le contraire. L'arrosage avec ces engrais minéraux va au contraire faire petit à petit disparaître l'humus du sol, c'est-à-dire finalement la fertilité des sols à long terme. Donc j'ai un peu résumé la question du labourage entre ces deux visions, une vision traditionnelle qui, de mon point de vue, ne semblait pas particulièrement nocive d'un point de vue agroécologique, et puis ce qui est arrivé à partir des années 50 avec la fameuse révolution verte, qui là, effectivement, avec des machines hyper puissantes, des tracteurs très gros qui, évidemment, ont créé ces fameuses semelles de labour, des labours de plus en plus profonds, et puis ces intrants massifs qui ont complètement désorganisé, on va dire, la vie globale des terres fertiles. Alors voilà, parce qu'en fait, moi je trouve que on simplifie toujours un peu trop par rapport au labour et qu'il faut dire que dans certaines conditions, eh bien, on peut quand même labourer son sol. Imaginez que vous avez un sol lourd, argileux et que vous voulez débuter et partir sur du non-travail du sol. Eh bien, peut-être que la meilleure des solutions sera au départ un premier labour, et puis ensuite l'apport de matière organique, de matière végétale importante, avec ou sans fumier. Après, ça dépend de ce que vous avez comme ressources à proximité, pour enclencher un mécanisme de fertilité du sol. Donc, il n'y a pas de règle absolue dans ce domaine-là comme dans bien d'autres, et le labour, dans certaines circonstances, peut être utile. Bon, alors, il se trouve que dans mon cas, où là j'ai commencé mon travail du sol début 2020, j'ai un sol qu'on appelle léger, facile à travailler, qui est un sol à dominante sableuse. Et donc j'ai pas ce souci, j'avais d'autres soucis, mais j'ai pas ce souci de compactage du sol, ce qu'on trouve sur les terrains très argileux, voire très humides, où là effectivement c'est difficile, ou alors il faut être très patient. Donc il y a des moyens d'aller plus vite, qui sont dans ces cas-là de labourer, d'incorporer de la matière végétale comme le faisaient traditionnellement les paysans avec le fumier, et ensuite effectivement de laisser reposer le sol et de travailler en surface avec des litières de surface. Donc moi j'en suis à la phase
où je ne travaille pas seul et j'amène de la litière en surface. C'est donc ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de vidéo, la manière dont je procède, moi, comment je travaille, comment je fais mes labours d'automne sans travailler seul. Alors, si on ne travaille pas seul, et si on veut avoir une fertilité équivalente, voire supérieure, il va falloir en fait booster la vie biologique du sol, il va falloir booster l'activité biologique. Et donc la première chose à faire, c'est de nourrir la vie biologique du sol. Alors là, moi qui suis en ville, il y a une ressource qui est gratuite, qui est abondante, et à proximité, c'est les feuilles mortes. Et c'est pourquoi j'en ai mis une quantité assez considérable là, comme nourriture pour la vie biologique du sol. Oui, mais tes feuilles mortes, là, elles ont un rapport carbone-azote très élevé, hein, entre 50 et 100 peut-être, et en fait, on recommande pour la décomposition des rapports beaucoup plus faibles, entre 10 et 25. Alors, si on amène de la matière organique avec un rapport carbone-azote toujours identique, autour de 10, où on ne va pas nourrir grand-chose dans la vie biologique du sol, ou si mieux on amène avec un rapport carbone-azote autour de 20-25, où là on pourra nourrir les vers de terre, il n'empêche qu'on nourrit toujours la même population. En fait, le but ici, en mettant des matières beaucoup plus carbonées, c'est de nourrir en fait l'ensemble de la chaîne de la biodiversité, qui est présente dans le sol, qui est présente ou pas d'ailleurs, ça dépend de l'état du sol, mais au moins on met de la nourriture à disposition pour tout le monde. Donc en fait les champignons, les collemboles, les vers de terre, les bactéries, il en faut pour tous les goûts. Et si les vers de terre, leur nourriture, elle doit être autour de 20-25, les champignons, ils ont des besoins en matière organique d'un rapport carbone-azote beaucoup plus élevé. Oui, mais l'azote, c'est un élément important pour le développement des plantes, des légumes, et tu en apportes très peu dans tes feuilles mortes. Alors tu vas avoir ce qu'on appelle un problème de fin d'azote. Alors c'est vrai que les feuilles mortes, c'est une matière organique très carbonée. Mais si on la met en surface au-dessus du sol, c'est-à-dire si on ne l'incorpore pas dans le sol, alors on va faire appel à des bactéries qui vont commencer à décomposer, qui vont aller chercher l'azote présent dans l'air. Et en fait, ça va nous donner un gain d'azote. C'est là l'intérêt de la manœuvre, c'est qu'en fait on part d'une matière très carbonée et grâce à un certain type de bactéries qui travaillent comme ça en surface dans les litières, on va enrichir en azote dans le processus de décomposition. Évidemment, si on incorpore au sol toutes ces feuilles mortes, alors là, on aura une fin d'azote qui sera passagère, mais qui sera quand même importante, puisqu'en fait, on fera appel pour la décomposition en particulier à des bactéries qui travaillent en anaérobie, c'est-à-dire l'inverse, sans présence de l'air, et l'azote, eh bien, ce sera l'azote disponible dans le sol qui sera utilisé. Donc là, en fait, en procédant de cette façon, uniquement en litière et sans incorporer au sol, on espère avoir des gains d'azote importants. Il y a encore un problème parce que le labour, comme tu l'as dit, bien, il y a une action d'aération du sol, alors que toi, là, tu aères pas le sol. Alors là, on va regarder ce qu'on trouve dans et sous la litière, des feuilles mortes. Bon, alors on est en automne, donc les feuilles ont été mises assez récemment. Et il faut du temps pour que la vie biologique fasse son boulot. L'automne, c'est quand même la bonne période, parce qu'en fait les températures sont encore assez élevées, surtout dans le sol, puisque le sol se refroidit beaucoup plus lentement. Et il y a également, c'est une période générale humide, donc de l'humidité, des températures qui tournent autour de 10 degrés, c'est donc l'idéal pour l'activité biologique. Et le printemps, c'est également une très bonne saison pour ça. L'hiver, eh bien, ça va dépendre en fait de la rigueur de l'hiver, et puis ça dépend aussi de la région, suivant que vous avez des hivers plus ou moins rigoureux. Et puis l'été, eh bien, en général, il fait trop sec en été, et l'activité biologique se met au repos.
Alors là, ce qu'on va voir surtout, on va parler des vers de terre, et en particulier par rapport à la question de l'aération de la terre. Donc les vers de terre, il faut se représenter les vers de terre comme le groupe des lombriques, représente tous les vers de terre, mais il y a énormément d'espèces, de variétés. On peut les regrouper en trois grands groupes qui sont les vers épigés, qui sont des petits vers en fait, qui font pas plus de 5 cm, qui vivent en surface, ils vivent sur la surface du sol et plutôt dans les litières. Alors là, on en voit un exemplaire là sur une salade, une pain de sucre. Donc ces petits vers, ils représentent 1% du volume de l'ensemble donc des lombriques, c'est-à-dire c'est assez faible. Et on les appelle les épigés parce qu'ils sont au-dessus de la surface du sol. Un autre groupe, c'est les vers endogés, c'est ceux en fait en général qu'on va trouver le plus fréquemment quand on remue sa terre, parce que ce sont des vers qui vont travailler horizontalement, en fait, sur donc les couches supérieures du sol. C'est des vers qui là vont être plus grands, qui peuvent aller jusqu'à 20 cm, et donc qui se nourrissent également de matière végétale et donc et de matière minérale. Et puis le troisième groupe qui est le plus important en volume, puisqu'il représente à peu près 80% de l'ensemble des lombriques, c'est les vers anéciques. Et eux, en fait, ce sont nos véritables laboureurs parce qu'ils travaillent verticalement, c'est-à-dire qu'ils vont faire des galeries verticales. Et donc ils vont mélanger par leur action les différents profils du sol. Et ça, c'est quand même... ils vont aller chercher des matières en profondeur. Donc pour la qualité du sol, c'est effectivement important. Et puis ils vont créer ces galeries qui vont être cette aération indispensable également pour structurer un bon sol. Et du fait qu'ils déposent dans leur galerie des substances particulièrement nutritives, leur réseau de galeries va servir pour les plantes qui peuvent explorer avec leurs racines ces galeries, trouver la nourriture qui leur convient, et qui peuvent également aller chercher l'eau en profondeur. Donc on voit que les vers de terre anéciques, ils ont un rôle particulièrement important dans la perspective d'un non-travail du sol. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur les vers de terre, parce que en fait ce sont mes laboureurs, ce sont eux à qui je sous-traite l'essentiel du travail. Et alors évidemment, ils vont être plus ou moins productifs d'une certaine façon en fonction de la nourriture qu'on leur amène, et puis s'ils sont présents en petite ou en grande quantité dans le sol. On dit que pour une terre où il y a très peu de vers de terre, pour que les vers de terre la colonisent, à condition d'avoir évidemment de leur apporter à manger, eh bien il faut compter entre 5 et 8 ans. Donc après, on pourra avoir comme indicateur savoir est-ce qu'il y a une forte activité biologique dans le sol. Eh bien ce sera le temps que mettent les matières apportées en surface à se décomposer. Comme ici mes feuilles mortes, eh bien si elles se décomposent plus ou moins vite, je pourrais en tirer des indications sur l'activité biologique présente dans mon potager. Alors d'une certaine façon, je me simplifie la vie avec ces labours d'automne, puisque j'amène des matières carbonées en grande quantité. Et ensuite, eh bien, tout au long de l'année, je continuerai à amener un peu de paillage pour... alors bon, ça peut être du foin, ça peut être des matières beaucoup plus vertes, hein, ça peut être au printemps par exemple, lorsqu'il peut y avoir sur des semis ou des jeunes pousses des besoins d'azote supplémentaires, on aura les tontes de gazon. Et finalement, il faut que la vie biologique ait en permanence de la nourriture sur le sol et à disposition. Et ensuite, eh bien, on croise les doigts et on espère comme ça avoir un système productif sans trop se casser les reins.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, eh bien, n'hésitez pas non plus. Il y a le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt.